Bonjour et bienvenue dans cette question magazine de la rédaction de Mikuba Radio-Télévision qui revient sur les grandes questions qui ont marqué la semaine. Cette semaine, notre menu principal va tourner autour du mets principal qui est composé d'abord de deux plats. Nous allons d'abord parler du discours du chef de l'État à la tribune des Nations Unies en deuxième partie. Nous allons revenir sur les inquiétudes de certains observateurs sur un éventuel report des élections générales en République démocratique du Congo. À côté de ça, il y aura aussi des apéritifs, des sucreries, notamment la deuxième session entre guillemets de l'ex-État. Ça se raconte partout dans les médias sociaux. On va essayer de commenter sur le plateau. On va parler de l'arrivée prochaine du chef de l'État à Kolwezi, au Lualaba. Nous allons parler aussi du safari du président du parti Ensemble pour la République, Christian Amissi, qui est cadre de ce parti, et sur ce plateau. À côté de lui, vous avez Gustave Moulongoy qui revient sur le plateau, analyste indépendant qui revient après beaucoup de temps sans passer sur le plateau de cette question. Soyez les bienvenus. À côté de lui également, vous aurez Maître Moulande qui est un inconditionnel de ces débats, enseignant-chercheur, analyste politique aussi. Nous allons lancer directement ce débat en parlant d'abord de l'arrivée du chef de l'État, le chef de l'État qui est attendu à Kolwezi la semaine en 8, le chef de l'État qui vient pour une série d'inauguration. Maître Moulande, quel est le commentaire qu'il faut faire sur cette venue du chef de l'État officiellement? Le chef de l'État vient pour la deuxième fois à Kolwezi. Et merci de la parole. Je vous salue en première position. Je salue les co-débatteurs et tous les auditeurs et téléspectateurs. Écoutez, Kolwezi est dans la joie parce que dans quelques jours, comme vous venez de l'annoncer, nous allons recevoir une visite importante. Une visite qui n'est pas des moindres. Vous savez, lorsque le chef de l'État désigne votre coin pour, n'est-ce pas, poser les actes, il a toujours eu un agenda politico-administratif qui est très complexe. Mais si aujourd'hui les doigts et doigtés sur les lois là-bas, je crois que tout là-bas ne peut être que dans la joie. Nous attendons vraiment cette arrivée qui est plus bénéfique, passer un échange direct. C'est un contact qui nous permet de le voir et d'échanger autour de plusieurs questions. Je crois que là-bas, nous sommes debout. Oui. Nous attendons de pied ferme cette arrivée. Mais il faut signaler quand même que sur les 26 provinces qui comptent la République démocratique du Congo, il y a des provinces où le chef de l'État n'est pas encore parti jusqu'à la fin de son premier mandat. Le fait que le Lualaba en bénéficie une des plus, est-ce que il y a des inquiétudes, il y a des reproches qu'on peut faire au chef de l'État sur le plan interne, la visite aux provinces? On sait qu'il a beaucoup voyagé, notamment dans beaucoup de pays. Il n'y a pas de reproches à faire au chef de l'État. Vous savez, notre pays a une dimension continentale, ok? Alors, il est vraiment recommandé que les chefs de l'État puissent se retrouver dans des coins et recoins de la République. Mais quand tu regardes son agenda administratif, son agenda politique, il y a des coins où le président va descendre avec un objectif bien déterminé. Il n'a jamais été, par exemple, dans la grande région du Bandundu. De toute façon, que cela ne puisse pas constituer votre inquiétude. D'abord, la joie pour les lois là-bas, parce que nous sommes visités, ça sera pour la deuxième fois. Ok? Ça, c'est une joie. Et nous sommes l'une des provinces privilégiées. Cela ne signifie en rien qu'il existerait une certaine, c'est pas moi, injustice dans les chefs de l'État. Non. Il fonctionne conformément à son calendrier. Bandundu n'est pas en dehors de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a ses représentants du côté Bandundu. Le moment venu, Bandundu fera aussi l'objet d'une visite pour des besoins bien déterminés. De toute façon, ce n'est pas qu'aujourd'hui que le chef de l'État va devoir s'arrêter. Il continue sa tournée et il va arriver partout là. Il reviendra encore pour les Lualaba parce que le vouloir de la volonté, ou la volonté de la population, c'est qu'on aimerait les voir pratiquement tous les jours. Mais ce n'est pas facile. Même à Kinshasa, où il y a le siège national, ce n'est pas tous les jours que le président est dans la ville de Kinshasa. Merci, Maître Joseph Moulande. Nous allons poser la deuxième question à Christian Amissi. Christian Amissi, le président de votre parti Ensemble pour la République, est en tournée après notamment l'ex-province de l'Équateur. Aujourd'hui, il est au Lualaba où il a visité déjà quelques territoires. Comment comprendre cette visite? Quel est le message qu'il donne dans cette visite? Oui, merci Monsieur Léopold. Je salue mes co-débatteurs. Vous savez, Katumbi, le chairman Moïse Katumbi Chapwe, il est dans son pays, il doit aller visiter, palper du doigt les informations qu'on lui a données par rapport à son parti Ensemble pour la République. Donc ce n'est pas de la pré-campagne, non? Non, ce n'est pas de la pré-campagne. Moïse Katumbi Chapwe
étalé dans toute la République, dans chaque province où il est parti. Bientôt là, je vous informe qu'il sera à Kabé à Kamwanga pour aller palper du doigt dans le Kassai. Dans les Kassai, pour vérifier si réellement nos frères de Kabé à Kamwanga ont bénéficié des projets des avantages. Ça, oui. Exactement. Et donc, Moïse Katumbi Chapwe est là juste pour vérifier réellement si les partis est implanté partout et redynamiser aussi les partis. C'est ça. Nous, on ne fera pas... on ne va pas faire... et puis, on redynamise le parti à 2 mois des élections. Non, c'est le moment de redynamiser les partis et dire à ceux qui sont à l'intérieur des différentes provinces qu'ils doivent être prêts par rapport aux élections qui arrivent. Mais entre-temps, à Kinshasa, vous avez suivi l'audio de Daniel Safou, qui est député de votre parti, l'audio qui est devenu viral dans les médias sociaux. Vous avez suivi aussi la réponse, la réaction du député Irakan. Qu'est-ce que vous dites sur les propos de Daniel Safou? En tout cas, dans un parti politique, on n'est pas là pour donner de l'argent à quelqu'un. Si vous avez des difficultés, ce sont vos difficultés. Donc, moi ici j'ai des difficultés. Il faut dire que dans ces émoluments, il y a une partie qui revient au parti. Non, exactement. Oui. Mais ça, quand ça revient au parti, vous êtes passé aux élections au nom du parti. Donc vous avez droit de contribuer d'une manière ou d'une autre. Donc quand vous avez des difficultés, vous n'allez pas demander au parti de vous donner l'argent que vous êtes en train de contribuer. Vous contribuez à l'évolution de votre parti. Donc, vous contribuez, lorsque vous donnez ces montants-là, c'est pour permettre d'acheter des effigies, acheter beaucoup de choses. Donc, si M. Daniel Safou est dans des difficultés, ça ne concerne que sa vie privée. Ça ne concerne pas les partis. Non, mais Christian Michi, c'est pourquoi le mal, c'est quoi? Quand on fait la politique sans rien faire autre chose, c'est là où ça nous amène. On commence à croire que Moïse Katumbi va vous donner de l'argent. Quand vous passez à la télé, vous injuriez les gens ou vous faites n'importe quoi, vous pensez que Moïse Katumbi va vous donner de l'argent. Non, Moïse Katumbi n'est pas là pour donner de l'argent. Nous, on fait notre travail ici au Lualaba. Permettez que je puisse terminer. Rapidement. Nous, on fait notre travail ici au Lualaba. On n'a jamais demandé quoi que ce soit à Moïse Katumbi Chapwe. On le fait avec nos propres moyens, même les maigres moyens que nous avons. Donc, non, mais il faut dire qu'il n'est pas payé depuis. Il est suspendu. S'il n'est pas payé, s'il n'est pas payé, c'est les conséquences de la politique de notre pays. Nous compatissons ensemble avec notre camarade Daniel Safou, mais il doit savoir que Moïse Katumbi Chapwe ne donne pas de l'argent. C'est la deuxième sortie dans les médias sociaux d'un cadre d'ensemble pour la République. Il y a aussi Madame Munongo Inamizi, dont l'audio avait circulé aussi dans les réseaux sociaux. Est-ce que ça montre les faiblesses du parti? Quand vous comparez l'audio de Madame Munongo Inamizi, ça date de très longtemps. Quand ils se sont séparés avec le président Joseph Kabila. C'est de ça que l'audio parle de la séparation entre le président Moïse Katumbi Chapwe et le président honoré Joseph Kabila. Donc ça n'a rien à voir avec les partis. Si Mme Munongo avait démissionné de son poste, c'était juste pour des raisons personnelles. Donc tout va bien au parti? Tout va bien, tout le monde se porte bien. Merci. Et le parti est prêt pour les élections en décembre 2023. Avant de donner la parole à Gustave Molongo, maître, il faut souligner que pour revenir le côté juridique des secrets de correspondance, ces derniers jours en République démocratique du Congo, les correspondances téléphoniques entre les politiques sont divulguées comme ça pour nuire à certaines personnes. Est-ce que le droit dit quelque chose là-dessus? Évidemment, je crois qu'il y a des correspondances qui ont un caractère secret, qui ne doivent pas être, n'est-ce pas, portées à la connaissance du public. Mais malheureusement, je ne sais pas qu'il y a toujours les mains noires qui vous présentent une image contraire. Et en face, vous êtes avec la personne, mais en réalité, elle joue. Ça peut faire l'objet d'une plainte? Absolument, plainte, c'est parce que vous savez, avec la loi actuelle sur le numérique, lorsqu'on tombe sur ça, et même si c'est lui qui va relayer ce genre de messages-là, il y a possibilité de retracer la situation et mettre la main dessus et inquiéter plusieurs. Voilà. Merci. J'en profite pour donner un conseil qui n'est pas politique, qui est politique et juridique également. Rapidement. Dès que vous tombez sur une pareille correspondance, de vous-même en tant qu'intellectuel, vous saurez que ce genre de correspondance ne peuvent jamais être placés à la place publique, supprimés dans votre téléphone. Ne relayez pas cela parce qu'il y a lieu, lorsqu'on va chercher à retracer la chose, que vous fassiez l'objet d'inquiétude. Mais nous disons également aussi à d'autres personnes, telles que nous sommes là, nous sommes sous serment, les serments politiques. Nous rendons service à la nation. Mais il y a des obligations qui sont des nôtres,
quelles que soient les circonstances dans lesquelles que nous allons nous retrouver, nous sommes obligés de garder. Ça s'appelle le secret des tombes. Même après nos fonctions, c'est que nous avions eu connaissance, tout ce que nous avions appris comme connaissance lorsque nous gérions des affaires publiques, et ça doit rester en tout cas non divulgable. Merci, donc, merci. Si vous le faites, vous êtes allé au-delà de l'éthique et la déontologie qui doit caractériser un homme public que nous sommes, et par conséquent les lois de la République doivent vous redresser. C'est un message important, je crois qu'au cours d'une émission, il y a plusieurs biens que nous pouvons annoncer. À la faveur d'une prochaine émission, merci. Maître Moulande. Gustave Moulongo, il y a cette actualité en République démocratique du Congo pour une première, après la première publication entre guillemets, des résultats pour l'ex-État. Nous avons remarqué que cette semaine, il y a entre guillemets ce qu'on appelle le recours, ou la deuxième session, comme certains essaient de l'appeler de manière un peu vulgaire. Les candidats qui avaient échoué dans la première publication, pour la plupart, pour certains, ils ont réussi à la deuxième publication. Comment vous avez analysé cette actualité en République démocratique du Congo? Merci, Monsieur Jean-Paul. Monsieur Léopold, pardon. Oui. J'en profite pour dire aussi bonjour à mes co-débatteurs, Maître Moulande, Monsieur Christian. Ça fait comme un bout de temps on ne s'est plus retrouvés sur ce plateau. Je dis aussi bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs aussi, ceux qui suivent. Aux internautes aussi qui vont nous suivre sur Internet, oui. En fait, c'est une grande première parce que depuis que ce système des examens d'État a existé en République démocratique du Congo, on a commencé avec les systèmes qu'on appelait systèmes traditionnels. Oui. C'était différent des matching, hein, le choix multiple qu'on fait. Il n'y avait pas de choix multiple. Alors, à chaque fois qu'il y a des publications, ça sort, quand on publie, c'est-à-dire que les palmarès sont déjà prêts et c'est déjà confectionné. Non, je n'ai jamais appris de recours. De recours, c'était une deuxième chance. Oui. Mais en fait, même si recours, il devait y avoir, je pense qu'on ne peut pas changer les règles de jeu en pleine compétition. Il fallait communiquer. Moi, je pense que les examens d'État, c'est vraiment un grand concours, c'est une grande compétition, c'est un challenge. Et lorsque les enfants sont vraiment en confrontation, ce n'est pas dans notre temps qu'on doit changer les règles de jeu. Donc, on n'a jamais su que les recours existaient. Ça, c'est vraiment une information. J'étais surpris de voir que... Qui a introduit les recours? Les écoles ou les élèves qui ont échoué? On a fait allusion à une sœur d'une des écoles de Kinshasa qui était accompagnée de son coordinateur des écoles conventionnées catholiques. Il devait aller voir l'inspecteur général de l'enseignement, une chose comme ça. Mais je crois que c'était peut-être les contacts, ce n'était pas un recours comme tel. Parce que de la bouche de l'inspecteur général de l'enseignement, même le ministre sectoriel, oui. Il a dit qu'il n'a jamais eu de recours. Donc, à ce niveau, peut-être il y avait de plaidoyer, mais ce n'est pas un recours comme tel. Quand il y a des échecs dans une école, des néants, des choses comme ça, on peut se lamenter, on peut se poser des questions, on peut frapper à la porte. Qu'est-ce que vous dites, Gustave Moulongo, de ceux qui pensent que c'est électoraliste? Parce qu'un candidat à l'examen d'État, c'est au moins 18 ans, donc c'est un électeur potentiel. Il y a des gens de bouche qui pensent que ça tient des élections prévues en décembre. Moi, je crois que c'est mal placé pour que ce soit vraiment une question électoraliste. Parce que ce système-là n'a jamais existé. On pouvait chercher des issues ailleurs et pas au niveau des examens d'État. Ça discrédite en quelque sorte notre enseignement. Nous avons besoin de former les gens, des enfants qui peuvent représenter valablement cette République les jours à venir. Merci. Donc la formation vaut la peine. Ceux-là qui ont échoué, ils vont reprendre l'année. Ce n'est pas la fin du monde. Et ceux-là qui ont réussi, bon, ils seront peut-être, il y en a qui ne vont même pas terminer le cycle universitaire. Donc c'est un système qui a toujours existé et le recours comme tel, c'est un faux problème. Un petit commentaire, Christian Bissi, par rapport à cette deuxième session de l'examen d'État. On sait que par le passé, le système où il n'y avait pas de recours, il y a quand même beaucoup d'innocents qui échouaient, qui reprenaient l'année parce qu'un inspecteur a mal corrigé et qu'il n'y a pas de recours. Le recours est aussi une bonne chose, non? Non, non. Vous savez, depuis tous ces temps, nous savons la beauté de l'examen d'État, c'est lorsqu'on publie les résultats et qu'on sait directement qu'on a échoué. C'est rédhibitoire, il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de recours. Et
ça prouve à suffisance que nous avons des gens qui sont en train de nous diriger, qui n'ont pas une vision claire par rapport à ce qui se passe dans notre pays, qui n'ont pas la vision claire par rapport au système éducatif de notre pays. Oui. Donc nous devons faire en sorte que ces gens qui sont en train de nous diriger, plutôt nous allons demander à la population congolaise de faire un bon choix pour trouver des personnes qui vont diriger ces pays et respecter au moins les systèmes que nous avons hérités depuis l'époque belge. Voilà. Merci bien Christian Amissi. Maître Joseph Mouland, quel est le commentaire que vous avez? Est-ce que le ministre devait communiquer en amont, dire voilà, il y a une innovation, nous voulons innover, il y aura ceci et cela, ce qui n'a pas été fait? Pas forcément. Écoutez, sans rentrer dans la particularité de tout ce qui s'était passé, je voudrais signaler ici que le droit à un recours, c'est un droit de nature constitutionnelle dans n'importe quel domaine. Du moment où, du point de vue droit, vous avez les droits qui vous sont reconnus par les lois de la République et que vous estimez qu'il y a des erreurs matérielles qui ont accompagné tel ou tel autre système, quoi de plus normal que vous puissiez vous adresser en termes de doléances et qu'on essaie de vérifier la chose. Alors même si aujourd'hui on peut instaurer un système, je suis au conditionné, si on instaurait un système comme quoi qu'il peut y avoir des recours, les recours ne sont fondés que lorsque les erreurs matérielles sont prouvées. Alors j'estime pour ma part que si ils se sont rendus compte qu'à un moment donné, qu'ils n'étaient pas très regardants dans tel ou tel autre domaine et qu'en revérifiant la chose pour la seconde fois, ça pouvait donner les droits, on ne peut pas sanctionner les innocents. Ce que moi je voudrais délivrer la réflexion des uns et des autres ici, rapidement, c'est penser qu'une fois qu'on a publié, ça s'arrête là. On peut publier, mais quelqu'un qui disposerait des preuves ne doit que revenir, exercer son recours et on doit vérifier la situation. Oui. Il en est de même avec les élections qui vont se tenir bientôt là, le 20 décembre, parce que nous y serons. Oui. Je me dis, il peut y avoir, après publication, quelqu'un se rend compte après avoir remis des preuves, vous dire qu'en tout cas, j'estime que voici ce qui devrait être mon sort par rapport à tout ce qui a été fait. Mais Gustave Moulongo disait que les règles des jeux ne se changent pas pendant la partie. On ne peut jamais changer des règles des jeux, mais ça rentre dans une exception par rapport au droit que disposerait un individu. Parce qu'il n'est pas normal que l'on puisse sanctionner un innocent. Merci. Voyez, parce qu'ils sont politiques comme moi. Merci. On programme les résultats, on vous dit que vous n'avez pas atteint les seuils. Mais vous disposez de preuves réelles, légales et palpables. Dès que vous présentez des preuves acquis des droits, il y a toujours un processus qu'il faudra suivre. Merci Joseph Mouland. Établir dans vos droits que donc ce qui s'est passé là ne doit en rien constituer un étonnement, mais par contre on doit dire aux amis, aux frères et connaissances qu'on ne peut pas avoir peur de réfléchir parce que nous, à notre qualité de chercheurs, les recours dans n'importe quelle dimension existent. Même au sein des églises, on peut sanctionner quelqu'un à l'église, mais à un moment donné, s'il y va avec des preuves contraires, et tout de suite la sanction doit être élevée. Merci. Que ça n'étonne personne, c'est normal. Place au plat principal, au mets principal de cette émission. Nous allons parler du discours de chef de l'État, cette allocution devant ses pairs de pays membres de l'ONU, des Nations Unies. Le 20 décembre dernier, le chef de l'État a balayé la situation globale de la République démocratique du Congo. Il a parlé de la situation sécuritaire, il a parlé du départ de la MONUSCO, qu'il veut un départ imminent, plutôt précipité. Le chef de l'État a salué le travail de l'IGF, il a aussi condamné le deux poids deux mesures des Nations Unies face à certaines nations dans le monde. Les interventions ne sont pas aux mêmes, il y a des pays qui, entre guillemets, sont privilégiés. Nous allons revenir sur tout ça, mais une question d'abord générale. Au début, Gustave Moulongo, comment avez-vous trouvé l'allocution du chef de l'État devant la tribune des Nations Unies? Bien. Le discours du chef de l'État comportait deux volets. Justement. Oui, il y a le volet international et le volet au niveau national. Le volet international, il a évoqué le problème du réchauffement climatique. Oui. Il a parlé aussi de la MONUSCO, comme vous l'avez dit dans votre introduction. Mais il y a aussi les contacts en marge de cette assemblée, les contacts bilatéraux. Hein? Donc là, je vois le contact que le président a eu avec le premier ministre de l'État d'Israël. Et c'est ce qui m'a beaucoup plus intéressé parce que les autres points ici, c'est une répétition. Parce que le réchauffement climatique, il y a eu des forums dans lesquels on a dénoncé, comment dirais-je,
les promesses des pays pollueurs qui ne sont pas tenus jusque-là, alors que la République démocratique du Congo est quand même parmi les pays qui pouvaient être à même de contribuer à atténuer les effets de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, cette partie-là, ça peut passer comme ça, mais je voulais dire que le contact avec le Premier ministre israélien, ça m'a beaucoup interpellé. Parce que dans ces contacts, le président a promis de déplacer le consulat, plutôt la section économique de notre consulat de Jérusalem, de la capitale à Tel Aviv vers Jérusalem. Justement. Et là, ça pose un problème. Parce que Jérusalem, du point de vue de la communauté internationale, il n'est pas reconnu par beaucoup de pays. Et c'était en 2020, lorsque Trump était au pouvoir, qu'il avait unanimement décidé le transfert de l'ambassade des États-Unis vers Jérusalem. Et beaucoup de pays n'ont pas encore déplacé leurs ambassades à ce niveau-là. Donc, même, ils traînent encore à Tel Aviv. Parce que de Tel Aviv vers Jérusalem, là, beaucoup d'ambassades se trouvent encore basées à Tel Aviv. Parce que tout simplement, il y a une démarche qui consisterait à créer deux États qui doivent coexister, l'État de la Palestine et l'État israélien. C'est une question qui revient beaucoup dans l'actualité. Voilà, c'est une grande question parce que l'État de la Palestine n'existant pas encore, on est en train de faire en sorte que cet État-là puisse exister, mais avec quelle capitale ? C'est la grande question. C'était la grande question. On pensait que Jérusalem pouvait être capitale à deux, avec Israël, avec la Palestine, mais la démarche n'a pas encore abouti jusque-là. Et vous allez constater que même la plupart des pays de puissance occidentale n'ont pas encore déplacé leurs ambassades vers Jérusalem. Alors le fait que notre président ait décidé et donné cette promesse-là, ça fait déjà un problème, n'est-ce pas ? Évidemment, chaque pays a ses intérêts. Nous pouvons décider à notre niveau, tel que nous voyons les choses évoluer, c'est vrai. Mais je crois qu'il y a lieu aussi de se ranger derrière la communauté internationale. C'est ce qui est légal. Il ne faut pas faire le bras de fer. Voilà. Alors, l'Union africaine non plus n'a pas encore tranché là-dessus. Donc, toute la question reste à ce niveau-là. Donc, je crois que les jours à venir nous diront quoi. La RDC a fait son choix, peut-être parce que du point de vue sécuritaire, Israël étant un pays surarmé, stratégique, tout ça, qui ne vit que par sa sécurité, peut-être de ce côté-là, le président s'est dit Israël peut nous aider à pouvoir résoudre le problème sécuritaire chez nous, du côté de l'Est. Choix judiciaire dans ce cas. Voilà. Alors, ça, c'est du point de vue international. Mais du point de vue le volet national, évidemment, il a parlé du départ accéléré de la MONUSCO. Bon, bien sûr, moi je crois que ça a déjà été évoqué, même à l'époque de Raïs Kabila, les questions avaient été abordées. Mais ce qui m'intéresse moi le plus, c'est de savoir qu'est-ce que nous faisons maintenant en attendant le départ de la MONUSCO, de manière accélérée. Il ne faut pas demander leur départ, il faut penser aussi à l'après. Il faut penser à l'après. Après le départ de la MONUSCO, est-ce que nous sommes prêts pour assumer nos responsabilités? C'est à quoi nous devions nous employer dans un premier temps. De sorte que si la MONUSCO arrivait à partir de manière accélérée, que nous soyons prêts à assumer nos responsabilités. Or, il se pose déjà un problème, par exemple, du point de vue des élections. La MONUSCO nous a toujours aidés depuis l'époque de Raïs Kabila, dans le transport de kits électoraux, les urnes. Un apport logistique de la MONUSCO. Parce que la logistique, on ne l'a pas. Et avec la suspension des vols de Congo Airways, ça vient encore compliquer la donne. Donc, ce qui veut dire que la MONUSCO, bien que sa présence n'est pas forcément celle de nous transporter les kits, tout ça, les kits électoraux et autres matériels électoraux, sa mission principale, c'est le maintien de la paix. Bien sûr, de ce côté-là, elle a failli, mais elle nous est aussi importante, cette mission-là, dans autre chose, notamment du côté électoral, comme je viens de le dire. On va vous donner la parole. On va vous donner la parole. On va vous donner la parole, maître. Oui. On va vous donner la parole. Vous allez. Vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Oui. Donc, la MONUSCO va pouvoir partir, n'est-ce pas? Et alors, il nous aide.
dans le transport de matériel, de tout ça. Alors, si elle devait partir, elle finira par partir parce qu'elle n'est pas venue pour rester ici indéfiniment. Elle va partir. Mais ce qui importe, je le répète et j'insiste, nous devons prendre nos responsabilités. Parce qu'à partir du moment que la MONUSCO, elle est là, qu'est-ce que nous faisons? Parce que nous pouvions tout simplement l'ignorer, comme si elle n'existait pas, tout en faisant nos efforts propres à nous. Maintenant, elle est là. Elle est là, la MONUSCO, elle est là. Elle n'est pas encore partie, mais l'insécurité, elle est là. Elle va partir. Et quand elle va partir, qu'est-ce que nous comptons faire? Ça, c'est très important. Donc là, il n'y a pas moyen de contredire, même si M. Mouland, il va donner ses raisons. Oui. Vous allez prendre la parole, mais je crois que l'important se situe à ce niveau-là. Nous devons nous assumer, nous préparer déjà avec le départ de la MONUSCO de manière accélérée. Parce que ce que nous devons faire, c'est quoi? Vous savez déjà qu'il y a eu au niveau du gouvernement cette programmation de la loi militaire. Oui. Nous devions nous préparer par rapport à ça. Le budget qui a été le projet du budget, qu'est-ce que nous avons alloué à la sécurité? Quelle marge? Vous voyez, tout ça, ce sont des problèmes. Ce sont des paramètres qui rentrent en jeu. Ce sont des paramètres qui entrent en jeu. Oui. Donc, dire aujourd'hui que la MONUSCO devait partir même aujourd'hui, même demain, tout à fait d'accord. Je suis d'accord avec tous ceux-là qui disent qu'elle a montré ses limites, tout ça. Ça, c'est ça. Après la MONUSCO. Mais après la MONUSCO, point d'interrogation, Maître Mouland, dans un élément, avant de donner la parole à Maître Mouland, dans un sujet à la télévision en début des semaines, sur les discours du chef de l'État, vous avez pris position pour que les chefs de l'État devaient plutôt envahir le Premier ministre parce que la présence du chef de l'État ne servirait à rien à la tribune des Nations Unies. Cette position a changé en fin de semaine ou vous la gardez toujours? Ça n'a pas changé. Oui. Ça n'a pas changé parce que le président devait se concentrer aux problèmes qui concernent le pays dans un premier temps. Parce que vous avez constaté, M. Léopold, à ce grand rendez-vous qui réunit les grands de ce monde, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, combien y étaient présents? Macron n'a pas été là. C'est seulement Biden. Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, n'était pas là. Donc les 4, ils n'étaient pas là. Pour vous dire qu'ils sont restés dans leur pays respectifs pour résoudre les problèmes cruciaux de leur pays. Dans ces contextes-là, moi je me suis dit aussi que le président de la République pouvait aussi rester, mandater le Premier ministre, n'est-ce pas? Et lui, restait se concentrer sur les problèmes électoraux, le problème de sécurité, notamment du côté de l'Est avec la milice Mobondo qui approche le Bas-Congo. Ce sont des problèmes qui nous préoccupent, qui doivent préoccuper au plus haut point notre président de la République. Merci, M. Gustave Moulongoy. La parole est donnée à Maître Mouland qui voulait ardemment réagir à la position de M. Gustave Moulongoy. Moi, je sais qu'il y a des choses qu'on ne laissera pas passer. Lesquelles? Sinon, notre présence sur le plateau ne signifierait rien. Notamment l'importance de la MONUSCO en RDC. Jamais. Après le MONUSCO, il n'y aura jamais d'élige en RDC. Nous vivrons en paix. Parce que nous nous sommes rendus compte que nous sommes victimes de notre propre bonne foi. Nous jouions un franc jeu, pensant peut-être que la MONUSCO allait nous accompagner dans plusieurs domaines, mais ce que nous avions vécu où nous vivons, c'est pratiquement le contraire. C'est le jour et la nuit. C'est une chose et son contraire. Vous aviez suivi, rappelez-vous, notre mémoire n'est pas courte. À un moment donné, la MONUSCO avait tenu un discours tel que le discours qui consistait en comparant, n'est-ce pas moi, en équilibrant les armes, pour dire que le rebelle disposerait des armes qui dépasseraient de loin la puissance des armes de la MONUSCO. Un discours pareil avait été condamné. Un aveu d'échec de la part absolument, avait été condamné par notre ministre porte-parole du gouvernement, Patrick Mouillard, son excellence, à son temps. Deuxièmement, notre pays, c'est un pays à dimension continentale, je l'ai dit ici. Nous maîtrisons parfaitement les coins et recoins de la RDC. Et nous savons qu'il y a des endroits où nous devons nous déplacer avec les avions, bateaux, c'est pas moi, véhicules et autres ça. Et nous, la RDC, nous ne sommes pas à notre première expérience. Un pays qui va pour la 4e fois aux élections. Nous avions une expertise qui doit être, n'est-ce pas, copiée par le monde entier. Et dans toutes ces élections-là, nous y sortons avec succès. L'apport de la MONUSCO, Maître Mouland, c'est que nous avons déjà un problème logistique. Congo Airways est en panne. Non, écoutez, non, ça c'est une petite question. Il aurait fallu que nous avions soit d'espace sous-sol pour essayer de donner les meilleures conditions à la population. Il ne fallait pas attendre qu'il y ait une catastrophe naturelle, catastrophe c'est pas aérienne, où on aurait perdu autant de Congolais. On devrait commencer à nous tenir un langage contraire comme quoi il fallait prévenir, comme nous disons,
gérer, c'est prévoir. Il fallait clouer vos avions sur le sol et après l'entretien technique, vous deviez encore reprendre la situation. Ça reprend pour bientôt là. Et je vous dis, les opérations sont, n'est-ce pas, en cours pour que la situation soit décantée. Ça, c'est l'une des choses aussi. C'est que le président de la République, vous savez, demandez au président de la République, rester au pays, pendant que de grandes questions se traitent au niveau international. Je ne partage pas cette vision des choses. Nous, si le président devrait se déplacer, parce que la RDC, nous traversons une période qui est particulière. Vous savez que nous sommes victimes de l'agression de ces petits pays que moi je n'oserais jamais citer ici. Et le président de la République devrait se déplacer et marteler sur la situation qui se vit en RDC. Il a parlé des élections, il a parlé également de la sécurité. Ici, quand vous voyez les petits pays, que nous on ne cite toujours pas, est en débandade du moment où nous avions demandé le départ de la MONUSCO. Parce que les petits pays pensaient qu'il allait se cacher derrière la MONUSCO. Mais maintenant que nous avions tout mis au clair et nous avions demandé la MONUSCO qui devrait partir au mois en 2024, mois de décembre. Mais là, la MONUSCO qui doit partir bientôt là, dans moins de 2 mois. D'ailleurs, je vous ai dit qu'après cette émission, je ne reste plus au Lualaba. À travers ma base et à travers mon déplacement personnel, je dois me transporter à Goma. Je voudrais aider. Vous voulez aller à Goma? Pour faire les valises. Oui. La MONUSCO doit vite faire les valises. Avant les élections, elle doit vider le terrain. Nous n'avons plus besoin d'elle. La MONUSCO nous a créé beaucoup de torts qu'on s'y attendait. Merci. Après la MONUSCO, la RDC sera toujours RDC et plusieurs questions connaîtront un certain développement. Remercions les chefs de l'État. Pourquoi? Parce qu'au moins, quand il était du haut de la tribune des Nations Unies, c'est un discours franc. Les Congolais l'attendaient, attendaient entendre leur chef se prononcer. Quand il s'est prononcé, il a rencontré les aspirations profondes de la population, il a abordé toutes les questions, il a mis les barres sur les T. Aujourd'hui, il n'y a plus de discussion là-dessus, parce qu'au moins, dans tous les domaines de la vie politique, tant national qu'international, comme mon co-débatteur a essayé d'analyser les discours sous des dimensions, c'est que dans chaque dimension, que ce soit au niveau international ou national, le président de la République y a apporté une solution. Voilà quoi de plus normal que nous puissions féliciter sa présence, que nous puissions soutenir ces discours-là. Ce que nous devons faire, c'est chercher à nous approprier ces discours. Essayer de les concrétiser dans tous les domaines de la vie, parce que le bonheur du peuple congolais en dépend. Merci Joseph Mouland. Oui. Je salue ces déplacements-là, même si les autres ne sont pas venus. Au niveau international, ce ne sont pas les individus que vous cherchez à voir. Ce sont les institutions qui collaborent. Un président français peut ne pas être là, mais la France est là à travers, n'est-ce pas, certaines représentations. Mais nous, on ne devrait pas être représentés. Il aurait fallu que le chef de l'État se déplace en personne. Ça, nous lui avons demandé. C'est ce qu'il a fait. Nous le félicitons pour ça. Merci bien. La parole est donnée à Christian Missi. Comment vous avez analysé l'allocution du chef de l'État et son séjour qui continue à New York, aux États-Unis? Oui, merci beaucoup, Monsieur Léopold. Vous savez, le président de la République, il est resté dans son jeu, en demandant que la MONUSCO puisse partir rapidement, oui, pour qu'enfin qu'on puisse nous massacrer comme on a massacré nos frères de Goma, de la même manière qu'on a massacré nos frères de l'INAFEC à Lubumbashi. Alors c'est de cette manière-là que je suis de vouloir comprendre. On veut que la MONUSCO puisse partir vite pour qu'on puisse nous maltraiter et nous massacrer. Donc ça cache un agenda. Ça cache un agenda parce que je ne peux pas comprendre. Lui qui était contre les départs de la MONUSCO, quand Joseph Kabila avait réclamé que la MONUSCO puisse partir, il était contre. Et c'était toujours pendant une période électorale. Non, mais là, il était opposant, il n'avait pas l'expérience du pouvoir. Là, il n'avait pas l'expérience du pouvoir. Oui. Donc là, il a compris. Maintenant, nos amis de Goma réclamaient que la MONUSCO puisse partir. Et c'est notre armée qui a massacré notre population, nos frères qui sont à l'Est. Parmi les victimes, il y a les frères de certains d'entre nous, ici à Lubumba, à Kolosi, partout. Oui. Maintenant, ce que moi je n'arrive pas à comprendre ici, c'est la précipitation de vouloir que la MONUSCO puisse partir. C'est là où moi je ne comprends pas. Sinon, on veut que la MONUSCO puisse partir d'une manière progressive. C'est d'accord. Maintenant, vous voulez que la MONUSCO puisse partir. Qui vont
contrôler les zones où se trouve la MONUSCO, parce que nous-mêmes, on n'arrive pas à maîtriser d'abord l'armée qui est des DRC, qui est à l'est là-bas, on n'arrive pas à les contrôler. Quand on change un général, le chef de l'État n'est même pas au courant. Quand nos amis des M23, ceux qui nous ont agressés, Bunagana est toujours occupé, ils ont un budget de 16 milliards de dollars, mais on n'arrive pas à les sentir dans tous les domaines. Oui. Même ce que je ne comprends pas, c'est vouloir faire partir la MONUSCO vite fait comme il non, mais Christian Michi, il y a peut-être certains aspects qui sont assez stratégiques. Le chef de l'État ne veut pas parler ouvertement, mais il a, en tant que garant de la nation, il a constaté que la présence de la MONUSCO est gênante. C'est la MONUSCO qui nous aide à déplacer les kits électoraux dans chaque territoire. Ici, Maître Mouland est en train de dire ici, non, ils ont les moyens pour le faire. Ils vont le faire avec quels moyens? Tous ces temps ici, c'est la MONUSCO qui nous aide. Il y a des recoins, les quoi. Congo Airways n'existait plus. Ils vont le faire avec quels moyens? Ils ont acheté les avions ou pour les l'armée. Ça prendra combien de temps? Ça prendra combien de temps? Parce qu'il nous reste 2 mois. Il y a une solution pour bientôt. A lamentablement échoué dans tout. Lamentablement échoué dans tout. Et c'est la raison pour laquelle vous le voyez en train de vouloir vouloir tout faire. Chercher un bouc émissaire. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de bouc émissaire. Le pouvoir en place a échoué lamentablement. Le président, je n'ai pas terminé. Ils ont eu 5 000, plus de 5 000. Vous irez aux élections bientôt. C'est pas un ring de boxe, Maître Mouland. Nous irons aux élections avec lui. S'il vous plaît, Maître Mouland. Le président de la République a sillonné tout le monde entier, plutôt, tous les pays du monde. Tous les pays. Tous les pays du monde. Il n'a jamais été en Australie, en Nouvelle-Zélande. Il est allé. Le président de la République est parti dans tous les pays du monde pour chercher la paix. Est-ce que nous avons la paix? Il a trouvé un pays. C'est un processus. Il a trouvé un pays où il n'y avait pas l'agression du Rwanda. C'est lui qui nous a présenté le Rwanda comme étant un pays frère qu'on doit aimer. Il nous a présenté Kagame comme son partenaire fiable. Alors, aujourd'hui, il commence à accuser le Rwanda partout. Il doit négocier avec Kagame, comme il a fait avant. Donc, moi, je pense. Revenons sur le discours, oui. Je suis dans le discours, parce que dans le discours, il a critiqué, il a accusé le Rwanda. Moi, je pense a assumé aussi sa position en tant que. Là où je suis d'accord avec lui, c'est là où il refuse de dialoguer avec le M23. Vous voulez un dialogue? Moi, je suis d'accord avec lui là où il a refusé le dialogue avec le M23. S'il y a dialogue direct, il doit le faire avec Paul Kagame. Parce que Paul Kagame, c'est son frère qui nous a présenté. Merci. Donc, moi, je pense que le président de la République, il doit assumer son échec et faire en sorte que les choses puissent aller de l'avant. Si j'étais à la place du chef de l'État, moi, j'étais établi et dire que non, je ne vais pas me présenter. Merci bien, merci. On va rapidement. Le pouvoir en place n'a jamais échoué. Vous criez à l'échec des élections, bientôt là, je vous rassure. Rapidement. Bientôt là, nous irons aux élections avec lui. Tout ce qu'il a comme inquiétude là, c'est chercher à verser la population dans la distraction. Nous avions prêché ici, les élections. Merci monsieur, merci. Oui, merci bien. Nous allons passer au deuxième thème de ce débat. De fil en aiguille d'ailleurs, parce qu'on parlait déjà de défis logistiques et défis financiers de la République démocratique du Congo dans l'organisation des élections. Denis Kadima Kazadi, président de l'organe de la centrale électorale de la République démocratique du Congo devant la société civile il y a quelques jours, il a fait mention du fait que le financement du gouvernement ne vient pas et il est donc obligé d'emprunter de l'argent auprès de certaines banques pour que les histoires ne puissent pas tirer en longueur. Il y a aussi la situation de Congo Airways. La RDC n'a pas de compagnie d'aviation en service. Est-ce que cela ne va pas retarder, ne va pas faire reporter le processus électoral? C'est la grande question de ce deuxième thème. La parole est donnée d'abord à Gustave Moulongoy qui va commenter. Par rapport aux indicateurs qui sont là, est-ce qu'il y a des craintes pour un report des élections générales? Personnellement, je ne vois pas de crainte. Pourquoi pas? Nous avons déjà répondu à cette question dans différents contacts que nous avons déjà eus. Pour vous dire que, compte tenu, il y a des signes palpables. Lesquels? Il y a eu la convocation de l'électorat à tous les niveaux. Oui. Et les candidatures ont déjà été déposées, par exemple, au niveau de législatif.
législative nationale, provinciale, voilà. Même présidentielle. Mais présidentielle, on clôture avec cet exercice, je crois, le 8 ou le 9 octobre. C'est qu'il y aura peut-être d'autres candidats potentiels qui vont pouvoir déposer. Ça montre déjà que nous allons tout droit aux élections. Et en dehors de ça, s'il y a des inquiétudes, c'est ce qui n'est pas vraiment palpable. Ce sont les inquiétudes peut-être par rapport à ce qu'a dit le président de la CENI qu'il attendait le financement. Oui. Eh ben, ce financement, il faudra qu'il vienne à temps. On ne sait pas à quoi est destiné ce financement-là. Est-ce que c'est pour compléter l'importation des kits électoraux ou c'est pour autre chose qu'on peut faire immédiatement et terminer? Ça, on ne sait pas. Si, par exemple, si vous passez une commande... 26 000 machines à voter ont été déjà commandées. C'est ça. Oui. Donc, si c'est pour financer des choses comme ça, bon, nous espérons que ça va aller et peut-être d'ici le 20, on sera déjà en train de mettre nos bulletins dans les urnes. Donc, à ce niveau-là, moi, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude. Les élections ont déjà... Au niveau logistique, vous n'avez pas d'inquiétude? Au niveau logistique... La MONUSCO doit partir. On n'a pas Congo Airways est en panne et ça ne fait aucune inquiétude, M. Guistin Moulongo. Le président l'a dit du haut de tribune des Nations Unies. Il a convaincu, il a donné cette assurance. Sa parole fait foi. Il a dit à haute voix. Oui, il a dit à haute voix que les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre. Donc nous tenons cela pour dit. Oui. Donc on ne sait pas le contredire. Donc qu'il y ait un manquement quelque part, qu'il y ait un déficit du côté logistique, côté financement, nous espérons que d'ici le 20, à la veille du 20 décembre, ils vont pouvoir combler tous ces vides-là, compte tenu de cette assurance que le président nous a donnée. On ne sait pas le contredire. Voilà. Est-ce que Christian Amici, dans votre camp, vous avez des inquiétudes sur un report ou vous voulez plutôt un report? À l'heure actuelle, on ne peut pas demander un report par rapport aux élections qui sont dans deux mois. 2 mois, oui. Donc nous, Ensemble pour la République, on est prêts pour les élections. Quelles que soient les conditions, quelle que soit la personne, Kadima ou sans Kadima, on va aller aux élections. Les conditions où, je ne sais pas, s'il n'y a pas moyen de transport pour transporter les kits électoraux, nous allons aller aux élections, on est déjà prêts, donc on est prêts déjà. Donc dans nos têtes, on ne voit pas les dialogues, on ne voit rien. On va aller aux élections et faire en sorte faire partir les gens qui nous gouvernent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas un projet viable par rapport à la population congolaise. Donc ceux qui sont en train de nous gérer doivent partir, ils doivent déjà préparer les bagages parce que les élections auront lieu. Est-ce que vous pouvez essayer d'enlever la veste de membres d'ensemble que vous avez pour porter celle d'un analyste politique? Est-ce que les indicateurs qu'il y a, la logistique aujourd'hui, Congo Airways est en panne, Kadima qui se plaint de financement, est-ce que les indicateurs sont au rouge? Mon frère, oui, le président Félix Tshilombo a dit ceci, qu'il y aura les élections, quel que soit les... Même si Congo Airways est en faillite, même s'il n'y a pas d'avion, il a un moyen... Sa parole fait foi. Il nous a dit, il nous a confirmé qu'il y aura élection d'ici 2 mois. Donc, moi, je tiens à dire ceci. Au moins une fois, vous croyez à la parole du président de la République? Non, je ne crois pas. Écoutez, je ne crois pas à tout ce qu'il dit, parce que tout ce qu'il a promis, il n'a pas réalisé. Mais nous tenons au programme de la CENI, au programme de notre constitution, parce qu'après 5 ans, on doit organiser les élections. C'est en ça que nous tenons. On ne va pas, on n'est pas là pour croire à des paroles, des promesses qui ne se sont pas réalisées dans ce pays. On nous a promis ici que le Congo sera l'Allemagne d'Afrique, ça n'a jamais été. Mais si au moins une fois il dit qu'il y aura élection, on tient d'abord à la condition qui dit qu'après 5 ans, il y a Merci, Christian Amici. Donc nous pensons que décembre, il y a élection et on est déjà prêt pour les élections de décembre 2023. Qui disent qu'il n'y aura pas ou il y aura élection, nous allons aller aux élections le 20 décembre 2023. Merci bien, Christian Amici. Joseph Mouland, est-ce qu'il y a des observateurs qui disent que la panne de Congo Airways, c'est une panne électoraliste pour freiner le processus et avoir raison? Qu'est-ce que vous dites? Écoutez, il y a plus de peur que de mal. Pourquoi? Nous avions prêché les élections, les gens ne pouvaient pas nous croire. Il y a les gens qui pensaient que nous étions en train de rêver debout. Aujourd'hui,
rien ne pourra arrêter le processus électoral. D'ailleurs, nous sommes au bout du tunnel, comme nous le disons avec les co-débatteurs. Nous sommes au bout du tunnel. Ce sont les gens qui n'étaient pas préparés pour les élections, les gens qui n'ont pas d'épaisseur politique, qui pensaient qu'ils pouvaient embrouiller tout à travers les discours, faits et gestes. Vous avez vu d'autres qui, à un moment donné, se sont dit qu'ils n'étaient pas candidats et qui ont demandé à leurs membres, je ne sais pas moi, militants... Vous parlez de Fayolo ou vous parlez du FCC aussi? Est-ce qu'on peut nous mettre des individus à côté? Oui. Parce qu'à notre dimension politique, discuter sur les individus, il faut discuter des idées. Des bas étages. Oui. Ce n'est pas de vous, mes gérophistes, là, qui se lancent dans des discussions portant sur les individus. Allez-y. Aujourd'hui, nous sommes au bout du tunnel. Oui. Le 20 décembre, qu'il pleuve ou qu'il neige, il y a élection. Les gens qui sont en défaut d'épaisseur politique ont essayé de déchanter. Aujourd'hui, ils vivent le contraire. La population qui a la possibilité de nous suivre en ce moment, nous prêchons l'élection. Il faut qu'il y ait les élections. Nous ne sommes pas un État voyou. Nous sommes un État de droit. Le chef de l'État, il est garant des bons fonctionnements, de toutes les institutions. Et il dit, le Congo, nous sommes un État de droit. Il y a eu beaucoup d'arguments qui pouvaient pousser à l'État congolais de pouvoir, n'est-ce pas, ne pas tenir les élections dans les 5 ans. Il y avait coronavirus, il y avait l'insécurité, il y a tout ce que vous saviez, il y avait même récession économique. Ouais. Mais le président a dit, malgré tout ce qui arrive là, je dois être respectueux de la Constitution. Vous voulez dire que c'est un cadeau qu'il nous donne? Ce n'est pas un cadeau, c'est un droit du peuple congolais, mais il fallait trouver quelqu'un qui a la bonne volonté pour le concrétiser. Nous ne sommes pas notre première expérience. À un moment donné, avec la législature passée, on a consommé les 5 ans sans tenir les élections, il y avait un report. Donc, même si c'est le droit reconnu au peuple congolais, mais vous devez avoir aussi la personne qui incarne la volonté de faire respecter les lois de la République. De ce côté-là, on dit également merci au chef de l'État parce que du moins, non, il respecte. Oui. 5 ans. Non, il y avait Corona. Il y avait récession économique. Même le coronavirus, il y avait insécurité. Maître Mouland, qu'est-ce que vous dites à ceux qui pensent que s'il y a élection le 20 décembre, ça sera une élection bâclée, une élection à la va-vite, parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui sont encore au rouge? Non, il n'y a rien d'indicateurs qui sont au rouge. Tout ce qu'il y a comme cri de lamentation négative là, ce sont des incidents politiquement que nous qualifions des incidents mineurs qui ne peuvent rien remettre en cause, qui ne peuvent pas impacter négativement le processus électoral. Oui. Je sais que dans l'organisation de l'œuvre humaine, des petites interrogations ne manquent pas. Mais l'essentiel, c'est que nous puissions parvenir à atteindre l'objectif. Nous atteindrons l'objectif d'ici le 20 décembre. Merci. Alors, tout ce qu'il y a comme Congo Rueze, c'est pas moi, les financements, tout ça, ce sont des petits incidents mineurs qui ne peuvent pas remettre quoi que ce soit en cause. J'ai demandé à la population, armons-nous, préparons-nous conséquemment, parce que d'ici le 20 décembre, nous allons nous prononcer. Nous allons nous prononcer pour redonner sens et forme à d'autres dimensions de la République. Nous viendrons avec les noms. D'ailleurs, je vous dis, vous avez suivi les listes définitives sont sorties, ok, des candidats. Votre serviteur qui vous parle sans faire la pré-campagne, son nom a été retenu. La population, le moment venu, va se prononcer comme elle nous a amené à cette dimension-là. Oui. Et donc, il n'y a plus d'inquiétude. Les gens qui brillent par les défauts d'épaisseur politique ont déchanté. Aujourd'hui, ils sont obligés d'accompagner les processus électoraux. En conclusion, Gustave Molonga. Oui. Un petit mot par rapport à ça. Moi, je crois que nous souhaitons vivement, nous de la société civile, que les élections aient lieu. Ça sera une occasion de nous débarrasser de tous les déchets. Vous voyez, par exemple, au cours de cette législature qui est finissante, les députés qui basculent d'une majorité à une autre. Ça n'a jamais existé de partout le monde. Donc, ce sont de telles personnes qu'il faut absolument sanctionner. À partir du mois de novembre, lorsqu'on va pouvoir arriver à la fin de cette législature, ils vont pouvoir entrer dans leurs fiefs respectifs, ces députés-là. On les verra, on va les sanctionner tous. Voilà. Même ceux-là, on va les... Vous menacez les députés. Il y en a très peu, très peu, qui vraiment à compter à bout de doigts. Mais sinon, l'ensemble de ces députés, parce que c'est tous qui ont basculé, hein, l'ancienne majorité du FCC, qui avait basculé vers l'Union sacrée. Oui. Donc, en pleine législature, vous voyez des bavures comme ça, nous devons les sanctionner absolument. Raison pour laquelle on vous redonne la parole pour la conclusion.
Ça n'a jamais existé. C'est inconstitutionnel, ça. Donc, c'est pour vous dire, monsieur Léopold, que nous souhaitons vraiment que les élections aient lieu, une occasion de sanctionner et de nous choisir ceux-là qui méritent bien être là où ils doivent être. J'avais la soif des élections. Nous avons la soif, voilà, justement pour cette raison-là, rien que pour cette raison. Parce que 5 ans, c'est vraiment beaucoup. Donc, patauger, patiner, ce n'est pas gai. Il faudra absolument que les élections arrivent, une occasion vraiment de sanctionner. Même M. Mouland, qui est candidat, son nom a été retenu. Je crois que ça sera une occasion de lui prouver que sa position doit être vraiment combattue et qu'il n'aura pas droit de voter. Voilà, merci bien. On va vous redonner la parole pour Monsieur Christian Amici. Est-ce qu'il faut éviter ce qu'on appelle le fétichisme de date? Si jamais il y a un petit report des élections en janvier 2024, est-ce qu'il faut éviter le fétichisme de date? Le 20 décembre, ce n'est pas une date fétiche, Christian Amici. Nous n'allons pas accepter qu'on déplace la date des élections même d'un jour. On ne va pas accepter. Mais si tout n'est pas réuni. Ça a été planifié. Oui. Donc ça a été planifié. Donc on ne va pas accepter cela. Donc on s'en tient uniquement à la date qui a été dite il y a longtemps. Une date fétiche que vous... Ce n'est pas une date fétiche, c'est une date qui est dans le calendrier de la CENI. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va encore changer les dates. Et j'ai dit à la population congolaise et lualabaise en particulier, vous avez vu monsieur Maître Mouland en train de défendre les députés en train de changer de camp. Non mais vous ne faites pas sa contre-campagne sur le plateau. Si vous voyez une personne comme ça veut dire quand il sera encore dans l'Assemblée nationale ou provinciale, il va basculer d'un camp à un autre. Il suffit tout simplement qu'Atoum prend le pouvoir, monsieur Mouland va changer de camp. Merci, donc, chers compatriotes, il est grand temps de faire un bon choix, car devant vous, il y a des gens qui sont entrés pour faire des choix politiques et le moment de faire les choix politiques, c'est ce moment ici. Merci. Si vous n'avez pas le pouvoir, ça ne faut que vous acceptez, attendez 2-4 mois ou 4 ans plutôt, 5 ans, vous serez dans votre parti passera ou ne passera pas. Mais, chers compatriotes, nous devons sanctionner ceux qui ont mal géré ces pays. Voilà, Maître Mouland, en conclusion, pour les élections de... Écoutez, oui, rapidement. Ça ne sert à rien de briller par les agitations. Nous sommes un candidat de la population. Non, mais vous ne faites pas votre campagne sur notre plateau. Je ne peux pas faire la pré-campagne. Oui. Je suis un politique, un juriste, je maîtrise parfaitement. Oui, la population qui nous a désignés, elle connaît ce qu'elle fera de nous. Mais voilà ce que je voudrais dire. La date du 20 décembre, ce n'est pas une date fatidique, ce n'est pas non plus une date fétichiste. Oui. Parce que le calendrier politique a toujours été dynamique. N'empêche, le souhait, ce n'est pas que l'on puisse reporter, parce que le 20 décembre, nous devons désigner les candidats. Vous préparez psychologiquement la population au glissement? Non, je ne parle pas de glissement. Le glissement n'existe plus dans notre concept politique. Mais je voudrais dire, faire ce qu'on appelle le réalisme politique. À un moment donné, s'il arrivait, ça ce n'est même pas souhaitable, c'est au conditionnel. S'il arrivait que l'on puisse retoucher même légèrement à la date du 20 décembre, ça ne sera pas un grand problème de temps. En plus que l'objectif est qu'on tienne les élections. Merci, Joseph. Nous voulons que les élections puissent se tenir, mais s'il y a un léger, c'est pas moi, une légère rectification. Ça ne fait pas tâche d'huile. Cela ne peut pas faire tâche d'huile, ça ne peut pas alarmer la population. Merci. Mais l'évidence, c'est que bientôt, là, nous avons du travail avec cette population. Nous devons redonner une autre image par rapport à d'autres dimensions, par rapport à d'autres postes de responsabilité. En 30 secondes, votre conclusion, Gustave Mouland. En conclusion, oui, je crois que la date n'est pas fatidique, comme l'a dit Maître Mouland. Je pense que si les organisateurs de ces élections constatent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et qu'il faudra présenter au peuple congolais de bonnes élections et que par cela, il faut reporter de quelques jours, de quelques années, non pas de quelques années. Oui. Alors, à ce moment-là, on pourra se mettre d'accord pour convenir de cette période-là de prolongation, de manière à ce qu'on ait des élections dont les résultats sont acceptés par tous, au lieu de nous présenter des élections. La fois passée, il y a eu cet échange, enfin, cette passation de pouvoir pacifique, que vous avez appelé civilisé, mais c'est ce que nous souhaitons. Merci. Donc, qu'il y ait aussi cette passation civilisée du pouvoir. Conclu en 30 secondes, Christian Amici. Oui, merci. Il y aura passation du pouvoir pacifique entre Moïse Katumbi et le président sortant. Vous ne faites pas de la campagne. Les sénateurs à vie, il y aura un deuxième sénateur à vie. Donc, peuple congolais, d'ici le 20 décembre, il y aura élection. Nous, on ne va pas accepter les changements de la date de la dernière minute. Donc, nous, on va aller aux élections le 20 décembre. Ensemble, tous aux élections, punissons ceux qui nous ont mal, qui nous ont volé les rames, punissons ceux qui nous ont volé
notre Congo Airways, nous devons les punir et les sanctionner. Vous rêvez des mots. Justement, merci chers invités, merci Maître Joseph Moulande, analyste politique, enseignant-chercheur à la faculté des droits à l'Unicole. Merci à Christian Missi, c'est moi qui vous remercie, qui est cadre du parti Ensemble pour la République au niveau du Lualaba. Merci aussi à l'analyste indépendant de la société civile, Gustave Molongoy, d'être passé sur ce plateau. Chers auditeurs et téléspectateurs, merci de rester avec nous. Merci.